On y va. Hello, bonjour tout le monde, c'est Lenny et Nelly. Bienvenue sur le podcast Forum and Freedom. Nous sommes très très heureuses de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui pour enregistrer une nouvelle émission. Nous avons pour habitude de parler des sujets de société, de nos expériences et de donner des conseils sur des sujets liés à la foi chrétienne. L'objectif, c'est que nous puissions vivre une vie authentique et que nous gardions l'espérance. Alléluia! Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème qui concerne tout le monde chrétien, plus les femmes que les hommes, mais tout le monde. Et il s'agit de la contraception. Yes! Alors, pour aborder ce thème, on a le privilège d'avoir une invitée surprise et nous allons parler dans un premier temps de la contraception de manière générale et plus tard, nous allons répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc n'hésitez pas tout de suite, pendant que vous écoutez le podcast, d'aller tout de suite sur Facebook, la page Facebook, poser toutes les questions que vous avez ou nous les envoyer par mail si elles sont délicates ou privées. Je vous rappelle l'adresse mail, c'est froandfreedom@gmail.com. Hello Nelly, comment vas-tu? Bonjour Dani, ça va très 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 bien. Je suis très contente de pouvoir faire ce podcast. Je l'ai attendu avec impatience. J'ai hâte de voir ce que notre chère invitée Vanessa Keou va partager avec nous. Donc bonjour Vanessa. Bonjour les filles. Comment tu vas? Je vais très bien. J'ai passé la journée à me reposer. Ah bah c'est Donc, super. ça va. Ah, bah, Tu vas être fraîche et dispose. exactement. Surtout qu'il faut noter que Vanessa, c'est la première invitée qu'on a dans le podcast for Hope and Freedom. Donc c'est super, on est très heureuse de pouvoir te recevoir pour que tu puisses partager avec nous tes connaissances et aussi peut-être ton expérience sur ce sujet qui est assez important et délicat dans le corps chrétien, qui est la contraception. Donc je vais laisser ceux qui ne te connaissent pas encore apprendre à te connaître et je te laisse te présenter. Ok, d'accord. Alors, je m'appelle Vanessa Fosso-Keou. Je suis camerounaise. Je suis enfant de Dieu depuis 2011. Wow. Je suis médecin, jeune médecin depuis 2015. Et là, je suis en spécialité gynéco-obstétrique ma deuxième année. Donc voilà, je vis à Sheffield, en Angleterre. D'accord. C'est pour ça que tu as un accent un peu anglais, façon. Genre. Pas le petit anglais que tu nous sors ici souvent. Voilà les vrais anglophones. Je n'ai pas les niveaux, En tout cas, nous sommes très très contents d'avoir avec nous pour parler de ce sujet. C'est vrai que on en parle toujours à l'approche d'une de nos amies qui va se marier. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Comment? Pourquoi? Vous allez choisir quelle contraception? Et c'est reparti pour une série de questions pour lesquelles on a souvent très peu de réponses. Et je trouvais important qu'on puisse vraiment apprendre en fait ce que c'est que la contraception, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'il y a comme forme de contraception, ainsi de suite. Je te laisse la parole. Alors, qu'est-ce que la contraception? C'est tout simple en fait. La contraception, n'est-ce pas, constitue l'ensemble des moyens qui visent à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Donc, ces moyens constituent différents types de méthodes, différents dispositifs, mais toujours est-il que le but est de, n'est-ce pas, diminuer la probabilité de conception ou alors de l'éviter. Donc, c'est un pilier fondamental du contrôle de naissance et de la planification familiale. Voilà, c'est tout simple, c'est cela la contraception. Ok, pourquoi est-ce que c'est important de faire planification familiale? Alors, je dirais que c'est une question qui est assez personnelle, mais je pense que être capable de gérer, n'est-ce pas, les naissances dans un couple, dans un foyer, a plusieurs avantages. Premièrement, pour la femme elle-même, la maman, ok?
beaucoup de grossesse et qui veut, n'est-ce pas, se reposer. C'est important pour elle de se dire, ah, mon enfant a 3 mois, je n'aimerais pas tout de suite tomber enceinte, j'aimerais attendre quand même quelques années avant de faire mon deuxième enfant. Pour la santé du couple aussi, chacun a ses différents objectifs, que ce soit en termes de carrière ou autre chose. Donc, il en va, je pense, de l'autonomie même de tout individu, de pouvoir décider quand est-ce qu'ils veulent avoir des enfants. Et donc, je pense que c'est important. Je vais peut-être un peu en avant dans le plan qu'on a défini. Je te posais cette question parce que on peut même déjà se poser tout de suite la question de est-ce que la contraception, c'est pas un point de vue là-dessus. Pardon, est-ce que la contraception est biblique? Oui. Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler la naissance? Est-ce qu'on a le droit en tant que chrétien de décider quand est-ce qu'on veut faire des enfants? Beaucoup de personnes disent que, voilà, le Seigneur, la Bible le dit, c'est vrai que, allez, multipliez-vous, et il y a un courant en français qui pense que le mariage est fait pour la multiplication et le rapport sexuel pour la procréation. Donc, du coup, je me disais, est-ce que la contraception en soi déjà ne va pas à l'encontre du plan divin pour les couples? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Mon point de vue à moi, c'est que oui, c'est vrai, le Seigneur a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous. Et c'est vrai, le mariage, un des objectifs, c'est de se multiplier, c'est de faire des enfants. Mais je pense que le Seigneur a créé les rapports sexuels pour plus que faire des enfants. C'est pour l'intimité dans le couple, c'est pour l'épanouissement du couple, c'est pour le plaisir mutuel. Et s'il n'avait pas, n'est-ce pas, pour intention que le rapport sexuel soit un objectif plus que faire des enfants, il aurait créé une autre manière de faire des enfants, en fait. Mais je pense que c'est pas seulement pour faire des enfants. C'est aussi que le couple s'épanouisse. Et donc, mon opinion à moi, c'est que non, le mariage ne sert pas qu'à faire des enfants. Mais je suis consciente qu'il y a différents courants de pensée et qu'il y a différentes façons de voir la chose. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors après, il y a aussi toute une dimension en ce qui concerne les enfants pour un couple. Il y a toute une dimension de responsabilité qu'on a. Parce que du coup, quand on met des enfants au monde, on est responsable d'eux. Donc, il faut les éduquer, il faut les prendre en charge, etc. Et comme Vanou disait, c'est quelque chose qui demande du temps. Et j'ai envie de dire aussi de l'argent. En tout cas, ça demande un investissement qui fait que il faut être en mesure de l'assumer. Donc, et on rendra des comptes à Dieu de la façon dont on aura été responsable des enfants qu'on aura mis au monde. Et donc, sur la base de ça, mon point de vue, c'est que chaque couple doit pouvoir faire des choix des enfants qu'ils veulent avoir et pouvoir être responsable de cela. Maintenant, à ça, je rajoute quand même une petite nuance dans le sens où c'est sûr qu'on ne peut pas absolument tout contrôler parce qu'on n'est pas Dieu. Il y a des choses qui dépassent notre entendement ou notre niveau de contrôle humain. C'est sûr. Et j'ai souvent envie de dire que quand les choses dépassent l'humain, si je peux le formuler comme ça, ce qui reste, c'est la foi. Quand ça t'a dépassé, que tu essaies de faire un peu comme tu pouvais et que ça t'a dépassé, ce qui te reste, c'est Dieu, certes. Mais on ne peut pas tout remettre entre les mains de Dieu comme si Dieu en était responsable, alors que Dieu nous demande d'être responsable aussi de ce qu'il nous confie. Donc, sur la base de ça, moi, ce que je pense par rapport au contrôle, au planning familial, c'est que pour moi, ça reste dans le plan de Dieu. Amen, tout à fait. Dis-moi, Vanny, est-ce que le planning familial ou la contraception, c'est quelque chose qui date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une notion moderne? Parce que dans l'actualité récente, on a entendu
plein de dirigeants occidentaux s'exprimer sur le manque de contrôle des naissances de nos pays africains. Et je voulais savoir si c'était vrai. Est-ce que, peut-être tu n'as pas la réponse, mais est-ce que c'est quelque chose qui date de l'ère moderne? Est-ce que la contraception et le planning familial, c'est quelque chose que le blanc nous a apporté, on va dire trivialement? Alors, je commencerai par dire que effectivement, je n'ai pas toutes les réponses en ce qui concerne l'historique approfondi, mais une chose c'est que la contraception ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, même dans l'Égypte ancienne déjà, n'est-ce pas, il y avait la contraception, peut-être pas d'une manière aussi moderne, mais elle existait. Et quand on se documente, quand on lit les différentes études, même les chercheurs qui découvraient les papyrus anciens d'Égypte, là, il y avait déjà des débuts, n'est-ce pas, de mise de conception de modes de contraception. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, ils utilisaient des produits naturels, tels que le miel, les feuilles d'acacia, et ils concoctaient des espèces de potions que la femme insérait dans ses parties intimes. Et le but était, n'est-ce pas, que cette potion-là devait être hostile aux spermatozoïdes de l'homme. Donc, ça existe depuis. C'est vrai que la différence qu'on a entre l'époque d'aujourd'hui et l'époque, si je peux dire d'avant, c'est que au fur et à mesure, les différentes méthodes ont été optimisées, parce qu'il faut quand même le dire que peut-être dans le temps ancien, on ne peut pas dire l'efficacité que ça avait, n'est-ce pas? Je ne peux pas te dire à 50% efficace, ou à 80% ou à 90%. Ce qui est, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a augmenté en efficacité. Et bien entendu, dans les années 1900, les chercheurs ont commencé à créer les méthodes hormonales et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ne sont pas d'aujourd'hui. Concernant l'Afrique, j'avoue que je ne connais pas exactement ce qui, mais qu'est-ce que vous parlez peut-être du Cameroun, du Nouveau, je ne connais pas exactement les méthodes grand-mère ou arrière-grand-mère utilisées, mais je sais que certainement, ça doit être très similaire à ce qu'on entend en Égypte ancienne, en fait, c'est-à-dire des produits herbales et ce genre de trucs. Ok. On va entrer du coup dans le vif du sujet. Quels sont les types de contraception qui existent? Alors, il y a une légion de types de contraception, mais on peut le dire en différentes catégories en fait. Et j'aime généralement les diviser en cinq catégories. Donc, première catégorie, la contraception hormonale. Deuxième catégorie, la contraception dite naturelle. On va revenir. Troisième catégorie, la contraception à base de stérilet ou alors de dispositifs intra-utérins, comme on dit souvent. Quatrième, c'est ce qu'on appelle en France la contraception mécanique. Non, je pense que c'est le stérilet, non? C'est pas ça? Bon, je tiens déjà à préciser que malheureusement mes termes sont beaucoup plus des termes anglais, donc je fais une traduction mot à mot. Mais quand je parle de la contraception avec des dispositifs intra-utérins, c'est des trucs comme des stérilet. Est-ce que tu as déjà entendu parler du stérilet? Je sais pas. Oui, on a entendu parler du stérilet et il me semble dans mes lectures et mes recherches que c'est ce qu'on appelait la contraception mécanique, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Ok, parce que quatrième catégorie que j'allais citer, c'est en anglais on dit physical barrier methods et je pense que c'est ça la contraception mécanique. Donc, c'est-à-dire préservatif en fait, c'est-à-dire une contraception qui constitue une barrière à ce que le spermatozoïde pénètre l'organisme de la femme. Et cinquième méthode, autre méthode. Donc, je mets toutes les autres méthodes dans le cinquième groupe en fait. Donc, voilà les 5 catégories. Donc, si on peut décortiquer catégorie par catégorie, donc la première catégorie, la contraception hormonale, généralement, elle est beaucoup plus connue sous le terme pilule.
Donc, nous avons la pilule, mais nous avons aussi des injections hormonales et aussi ce qu'on appelle l'implant hormonal. Donc, ce sont des méthodes hormonales et ces méthodes agissent, n'est-ce pas, en affectant une partie du cycle de la femme, en affectant certaines hormones qui sont produites. Maintenant, je ne peux pas vous aller en détail dans cela maintenant, ou est-ce que on réserve ça pour le prochain podcast? Ouais, je pense qu'on peut réserver pour plus tard. Non, déjà, si on peut avoir une vision un peu générale de tous les différents types de contraception pour que ceux qui ne s'y connaissent pas puissent déjà avoir la vue globale avant d'entrer dans les détails. D'accord. Donc oui, donc c'est ça. Et la deuxième méthode dont je parlais, la méthode naturelle, ou encore ici on dit Fertility Awareness Method. Donc c'est-à-dire c'est une méthode qui consiste à comprendre comment le cycle de la femme fonctionne, à comprendre quelle est la période féconde, quelle est la période d'ovulation, et à essayer, n'est-ce pas, d'adopter l'abstinence durant la période féconde. C'est de ça qu'il s'agit. Et la troisième méthode dont j'ai parlé, c'est le stérilet, ou encore le dispositif intra-utérin. On en a deux, stérilet hormonal, ou le stérilet à base de cuivre. Et la quatrième méthode, les barrières mécaniques telles que le préservatif. Et pour finir, dans les autres méthodes, je compte par exemple quelque chose comme l'allaitement exclusif. C'est une méthode de contraception où les femmes qui viennent juste d'accoucher peuvent l'utiliser. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas bien compris, en fait, dans les femmes qui viennent d'accoucher, par exemple, si elles allaitent régulièrement, du coup, j'ai pas bien compris au niveau du corps humain comment ça fonctionne. Et ce que j'ai compris, c'est que du coup, ça peut aider à ne pas avoir d'enfants. Tout à fait, et c'est parce que l'allaitement stimule certaines hormones. L'allaitement exclusif. Donc, il faut allaiter suffisamment. Ça stimule certaines hormones qui fait que ça empêche l'ovulation. Et donc, si une maman allaite exclusivement pendant généralement les premiers 3 à 6 mois, jusqu'à 6 mois, c'est une méthode qui est effective à 97%. D'accord. Wow. Mais quelle est la différence? Parce que tu as cité dans la méthode, deux options, le cuivre et autre chose. Je n'ai pas retenu. Quelle est la différence entre les deux? Donc, déjà, les deux types de stérilets ont un mécanisme commun. C'est que je disais que les deux types de stérilets ont un mécanisme commun, qui est le fait que ça crée une réaction inflammatoire, en fait. Et cette réaction inflammatoire rend l'environnement de l'utérus hostile à une implantation. D'accord. Ok, et quand tu dis inflammatoire, ça veut dire que ça nous fait mal aussi? Non, ça ne fait pas du tout mal. Mais ça crée une réaction inflammatoire c'est au niveau cellulaire, en fait, qui rend l'utérus hostile. Ça augmente, par exemple, un simple truc comme épaissir les glaires cervicales, c'est-à-dire les sécrétions cervicales pour empêcher le spermatozoïde de pénétrer. C'est un des moyens. Faire en sorte que même si un spermatozoïde a pénétré, l'environnement est hostile à une implantation. Cela en rendant l'endomètre aussi sain que possible, de telle sorte qu'il ne peut même pas avoir implantation. Alors, si j'essaie juste, Vanou, pour que tout le monde comprenne, pour ceux qui ne savent pas comme moi, si j'essaie de refaire un schéma de comment ça se passe pour que un enfant, voilà, pour qu'une femme tombe enceinte, c'est mieux dit, voilà. Donc, tu es d'accord qu'on ne verra pas ton schéma? Ça, c'est pertinent, mais bon, je vais faire un schéma imagé, donc il faut que tout le monde, à cet instant précis, commence à imaginer de la même façon que je l'imagine, point. Donc voilà. Donc si on refait en fait le parcours de ce que je connais, donc tu pourras me corriger hein, si je me trompe, de ce que je connais. Donc il y a la période d'ovulation où donc du coup dans les ovaires il y a un ovule
qui est expulsé à l'extérieur des ovaires. Et donc, du coup, quand l'homme et la femme ont des rapports sexuels, il y a les spermatozoïdes qui rentrent, voilà, dans les parties génitales de la femme et qui se baladent un peu partout. Jusqu'à ce que, bon, si ça arrive au même moment de la période d'ovulation, comme l'ovule est à l'extérieur de l'ovaire, il peut y avoir fécondation. Donc, l'ovule, donc, en tout cas, le spermatozoïde rencontre l'ovule et donc, ça fait la fécondation. À partir de là, l'œuf qui se crée va se déplacer dans les trompes de la femme et s'implanter au niveau de l'utérus. Est-ce que c'est bien ça? Et à partir de là, commence, si je peux dire ça comme ça, la grossesse. C'est ça? Ok. Donc, quand tu disais que, par exemple, le stérilet empêche l'implantation, donc le stérilet va agir au niveau où il y a déjà eu fécondation, mais quand l'œuf arrive au niveau de l'implantation, au niveau de l'utérus, c'est là qu'il y a un blocage. Oui, donc le stérilet agit au niveau même de la fécondation, d'abord, parce que la réaction inflammatoire est hostile même aux spermatozoïdes. Mais s'il y a fécondation malgré ce premier mécanisme, alors, c'est un peu comme si tu avais un mécanisme de backbone, en fait. C'est-à-dire, tu as une réaction inflammatoire qui est telle que le but premier, c'est de prévenir même déjà la fécondation. D'accord. Malgré qu'il y a une fécondation, l'environnement est rendu hostile tel qu'il n'y a même pas possibilité d'implantation. Dans la majorité des cas. Ok. Et là, on est tout doucement en train d'entrer dans notre petit troisième point qui était la différence entre la contraception et l'avortement, et puis comment est-ce que la contraception cadre avec la marche chrétienne dans le sens où la Bible nous dit explicitement qu'on ne tuera point. Et je sais que le plus gros sujet je vais dire le conseil, mais je sais pas comment on dit, la plus grosse inquiétude de nos éditeurs, peut-être à ça, c'est vraiment en essayant de contrôler nos accouchements et la venue de nos enfants, qu'on n'en tue pas certains. Et justement, là, tu viens de parler de fécondation. Est-ce que la fécondation vaut vie pour entrer dans ce thème-là avec cette question? Ouais. Ah là là, non. C'est là où ça devient assez intéressant, n'est-ce pas? Parce que je pense que il y a différentes opinions. Et même parmi les médecins chrétiens, nous ne sommes pas forcément tous d'accord l'un avec l'autre. Mais je pense qu'il est important d'avoir les faits et que chacun puisse, n'est-ce pas, même dans le secret avec le Seigneur, décider quelle est sa position. Donc, nous parlions tout à l'heure de comment est-ce qu'une grossesse, comment est-ce qu'on obtient une grossesse. Donc, on a parlé de spermatozoïdes qui rencontrent l'ovule et ensuite il y a fécondation. Il faut noter que dès lors qu'il y a fécondation, n'est-ce pas, il y a déjà la création d'un être génétique. C'est vrai que son corps ne bat pas encore, c'est vrai que, voilà, quoi, c'est pas encore un bébé, mais c'est une entité génétique qui est déjà créée. Et donc, beaucoup seraient de l'opinion que dès le moment où il y a fécondation, toute méthode qui intervient après cela serait éthiquement problématique ou même spirituellement problématique. Ça veut dire les méthodes qui préviennent, n'est-ce pas, l'implantation. La méthode qui préviennent l'anidation de l'œuf dans l'utérus. Voilà, je pense que oui, implantation, je pense que c'est nidation, effectivement. Effectivement, les méthodes qui préviennent l'anidation. Et donc, c'est quoi ces méthodes-là? Si tu peux un peu les lister pour qu'on ait en vue de quoi on parle. Je dis ces méthodes-là qui préviennent l'anidation, c'est lesquelles concrètement? On a parlé du stérilet. Qui fait partie. Oui, généralement, quand on parle de méthodes qui préviennent l'anidation, en particulier, on fait référence au stérilet. D'accord. Que ce soit le stérilet hormonal ou le stérilet à base de l'huile.
Mais j'ai fait une traduction, notamment classique. Donc, généralement, ce sont ces deux-là qui définitivement préviennent la tentation. D'accord. Je pense que si je dans le prochain podcast, on pourra parler des pilules combinées et du risque théorique, très très théorique et très minime de possibilité de prévention de la tentation. D'accord, au niveau des pilules. Donc, en gros, pour un enfant de Dieu, là, tout de suite, là, on peut dire que pour un enfant de Dieu, tout type de stérilet est à bannir. Parce que ça va contre l'éthique chrétienne, c'est ça? Mais non, mais je sais pas ce que Bani a dit. Ah mince, donc j'ai rien, donc j'ai rien compris. Je présente juste l'éthique, ce qui est là et chacun se fait son opinion. Deuxième façon de penser maintenant. Ok. Je précise que j'ai pas encore dit quelle est ma façon de penser, je présente mes façons de penser. Deuxième façon de penser, beaucoup sont d'avis que en fait, attendez, il n'y a pas battement du cœur tout de suite en fait. Le battement du cœur commence au 21e jour, après la fécondation. Et beaucoup estiment que s'il faut parler de vie, n'est-ce pas, il faut se baser sur une mesure qu'on peut avoir. Est-ce que ton cœur bat? La preuve, c'est que quand vous nous déclarez un décès, n'est-ce pas, ce sont les choses qu'on regarde. Ah, est-ce qu'il y a battement de cœur? Est-ce qu'il y a respiration? Est-ce qu'il y a? Donc, beaucoup sont d'avis que, de la même façon, il faut donc regarder quand est-ce que le cœur commence à battre. Et donc, le cœur commence à battre au 21e jour. Et si c'est la position qu'on adopte, ça veut dire qu'une méthode qui empêche l'anidation n'est pas éthiquement problématique. D'accord. Ok. Bon. Donc, tout le point, c'est de savoir quelle est la mesure à quel moment se fait la vie. En résumé. Et en fonction de ce baromètre-là, toutes les méthodes qui sont avant ou après ce point-là sont à bannir. Enfin, après plutôt, ce point-là est à bannir. S'il te plaît, Lélie, j'ai pas suivi. Alors, pardon, je disais que dans toute la question, c'est à quel moment se crée la vie. Et donc, à partir de ce point-là où on définit, selon chacun, où se crée la vie, les méthodes qui viendront après cela sont à bannir. Voilà. À quel moment se crée la vie? Ou même encore, certains diront, mais est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de dire à quel moment est-ce que la vie a une valeur? Et là, ça soulève encore beaucoup de questions. D'accord. Bon, et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça qui nous intéresse, là. Là, tu nous fais, là, tu nous fais tourner, tu nous fais miroiter. Maintenant, on veut savoir, toi, Vanou, qui est où, médecin de ton état, enfant de Dieu de ton état, c'est quoi ta position? Je pense que ce que je pense, je précise que je ne pose pas mon opinion. Mon opinion est très personnelle. Donc, je veux dire, je suis Vanessa Vanou, je suis médecin, mais je suis aussi, voilà, chrétienne. Donc, mon opinion personnelle à moi est que tant qu'il n'y a qu'un battement de cœur, la personne se trompe. D'accord. C'est mon opinion personnelle. Et je tiens à préciser que ceux qui écoutent et qui se posent des questions, c'est pas forcément une question à laquelle on en vient à avoir une réponse du jour au lendemain. C'est une question qui soulève beaucoup de questionnements parfois. C'est une question qui nous fait réfléchir. Personnellement, j'ai dû réfléchir à ces questions très tôt parce que j'ai choisi de faire une spécialité obstétrique gynéco en fait. Donc du coup, quand même je ne suis pas mariée et que je ne suis pas encore, je ne sais pas si vous voyez un peu au stade où je te pose la question pour les enfants. Il a fallu que je m'asseye et que je dise Seigneur, voilà, il faut que je me décide exactement ce que je pense qui est acceptable ou pas, parce que ça détermine ma pratique de tous les jours, en fait. Ça détermine, si je prescris un stérilet à une femme et que je pense éthiquement que c'est pas bien, ça crée quand même un peu un dilemme, en fait. Donc, très vite, je m'asseye et que je rumine, en fait, toutes ces questions-là et que je m'incline devant le Seigneur et que j'en vienne à ma position. Ok. Merci.
j'avais une question également sur la méthode naturelle que tu as présentée. Tu disais, c'est une méthode qui consiste à connaître le cycle menstruel. Est-ce que tu as pratiqué l'abstinence pendant cette période? Je me souviens aussi qu'on nous disait qu'on pouvait aussi pratiquer la technique du retrait. Et je voulais savoir si tu confirmes et quel est le pourcentage d'efficacité de la méthode naturelle. Ok, oui. Oui, la méthode du retrait, j'ai oublié de la citer, elle est dans les autres méthodes. C'est une méthode, mais c'est une méthode qui demande beaucoup de self-control, comme vous pouvez l'imaginer. Et quand bien même je pense qu'il y a certains qui ne voient même pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais expliquer? Ok, la méthode du retrait consiste tout simplement à ce que l'homme se retire de la femme avant l'éjaculation. Et c'est pour ça que je dis que c'est une méthode qui demande beaucoup de self-control. Mais quand bien même il y aurait ce self-control, tu ne peux pas garantir qu'il n'y a pas déjà eu des sécrétions avant l'éjaculation. En fait, il y en a toujours un peu, et ces sécrétions peuvent contenir des spermatozoïdes, en fait. Donc, non seulement ça demande le self-control, mais tu n'as pas l'assurance que, et l'ayant fait, il n'y a pas déjà eu des spermatozoïdes qui aient été sécrétés, en fait. Donc, est-ce que je la conseille? Je dirais non. Je dis toujours, chacun en fonction de son planning, en fait. De l'importance, en fait, que la chose a pour lui. Vous voyez un peu. Il peut avoir, how important is it for you not to have a child right now? Pour moi, c'est ça, en fait. C'est que le degré d'importance avec lequel tu penses que tu n'es pas prêt pour avoir un enfant maintenant te pousse aussi à vouloir une méthode qui peut être le plus sûre possible. Parce que si c'est que tu te dis, bon, c'est vrai que je veux pas un enfant maintenant, mais bon, même si un enfant vient, bon, c'est pas grave. Vous voyez un peu, tu peux prendre plus de risques. Mais si par exemple, je prends un exemple un peu médical, une femme qui est en train de suivre un traitement, par exemple, un traitement d'acné sévère, c'est-à-dire avec des médicaments qui sont nocifs à l'embryon et au fœtus, elle va besoin très fort dans un. Et aucun médecin, par exemple, ne lui prescrira ce médicament si elle ne prouve pas qu'elle utilise une méthode de contraception fiable. Donc, je dis, ça dépend aussi des enjeux, en fait. Les enjeux que tu as te poussent à choisir une méthode de contraception fiable ou pas. Et pour revenir sur la méthode naturelle, je pense que tu as demandé à quel pourcentage elle réussit, c'est ça, hein? Oui, quel est le pourcentage d'efficacité? Alors, le pourcentage d'efficacité, c'est si elle est bien appliquée. Si bien appliquée, les chiffres montrent qu'elle peut être efficace jusqu'à 80-95%. Si bien appliquée. Et c'est là où se situe tout le problème. Le cycle de la femme dont on parle dans le livre a 28 jours. La plupart des femmes n'ont pas un cycle de 28 jours. La plupart des femmes ont un cycle qui varie de 26 à 35 jours. Beaucoup de facteurs influencent l'ovulation. Des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Le stress, la maladie, le sport, et c'est ces facteurs-là qui font que cette méthode devient difficile à appliquer, en fait. Donc, théoriquement parlant, si tout cadrait bien, si ta température n'avait pas changé parce que tu as eu la fièvre hier, si, vous voyez un peu, s'il n'y a pas eu ceux qui ont intervenu, en théorie, elle pourrait être effective jusqu'à 95%. C'est-à-dire une méthode qui consiste à t'abstenir de rapports sexuels pendant la période féconde. Mais cette période féconde peut être très difficile à identifier, même avec toutes les applications qu'on a de nos jours. Ok, merci beaucoup, Vanny, pour cette première partie. On a vraiment abordé de manière générale ce que c'était la contraception, les points bloquants des différentes méthodes de contraception et puis la pensée générale
enfin, nos pensées à nous sur les différentes méthodes de contraception et sur cette ambiguïté qu'il y a entre la création de la vie ou non. On va aller plus en profondeur dans un prochain podcast sur les différentes questions que nos auditeurs et auditrices auront sur la question. J'invite aussi beaucoup les frères à poser des questions, même des questions basiques, hein, même si c'est pas sur la contraception, des choses que vous voulez connaître de manière générale sur la gynécologie. Vous pouvez les poser en dessous de ce podcast sur YouTube ou sur notre page Facebook, et nous allons vous proposer dans la suite, dans le prochain épisode, une session de questions-réponses avec vous. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour nous expliquer tout ça. Merci Manu. À vous, chers auditeurs, pour le temps que vous avez pris à écouter. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.